Bonsoir à tous, troisième année du séminaire Ralentir Travaux de l'école éthique de la Salpêtrière, porté par l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et la PHP. Toujours un grand merci à Cynthia Fleury de nous recevoir dans le cadre de cette chaire de philosophie à l'hôpital. Le rendez-vous n'est donc plus à l'Hôtel Dieu comme précédemment, mais à la fac de médecine à Odéon, ici au pavillon 1. Un mardi soir par mois de 18h à 20h. Nous présentons donc un ouvrage issu de notre école. Je commence comme d'habitude par donner le prochain rendez-vous. Ce sera ici même, donc amphithéâtre pavillon 1 plutôt, à l'école de médecine, Odéon, 18h-20h, et ce sera Patrick Sureau. Patrick Sureau pour son ouvrage Relations de soins et handicap, chez Célie Arsenault, relations de soins et handicap. Mais ce soir, nous allons parler d'un sujet qui peut sembler particulièrement exotique, une maladie paranormale. Émile Quenemonnier, professeur de philosophie à l'université Yaoundé 1, également animateur du cercle camerounais de philosophie, le CERCAPHI, qui travaille également en lien avec notre laboratoire, le LIFA Paris-Est. Et il vient nous parler de son livre « Maladie paranormale et rationalité ». Maladie paranormale et rationalité, avec comme sous-titre « Contribution à l'épistémologie de la santé ». Ça est chez L'Harmattan. Alors si le terme de paranormal pourrait faire rapidement fuir certains auditeurs, le sous-titre gage ici d'un sérieux qui se veut scientifique. Contribution à l'épistémologie de la santé. Nous sommes ici dans le cadre de ce que nous appelons au LIFA de l'éthique médicale comparée. Éthique médicale comparée. L'objet n'étant pas de créer un débat stérile ou un combat stérile entre médecine dite occidentale et médecine africaine, mais de prendre acte de manière rigoureuse de faits pour lesquels le paradigme occidental ne donne pas de solution. Il y a des plaintes et des symptômes qui n'entrent pas dans les classifications préétablies de la médecine dite moderne. Et nous allons donc écouter Émile Quenemonnier nous parler de sa façon d'aborder ces questions. Bien, merci Bertrand. Et merci également à ce public nombreux ce soir, venu écouter cette présentation de mon livre « Maladie paranormale et rationalité, contribution à l'épistémologie de la santé ». C'est toujours très plaisant, mais aussi éprouvant pour un auteur qui a déjà livré un texte de revenir dessus. C'est éprouvant dans la mesure où il a une diversité de choses toujours intéressantes à dire, et le temps que l'auteur a pour présenter un texte, souvent c'est 1h30 minutes. C'est pourquoi forcément il doit choisir. Et la méthode qui est la mienne consiste, quand j'ai un livre à présenter, à choisir les points sur lesquels je mets l'accent en fonction de l'auditoire. Donc forcément, je ne vais pas appuyer sur tous les aspects de ce livre ce soir. Je vais m'intéresser à la dimension du livre qui me semble plus intéresser le public que je crois connaître et qui est devant moi. Donc en termes de méthode et d'objectifs à atteindre, vous me permettrez d'insister sur la justification de ce livre et sur son opportunité, d'indiquer en forme de survol les thèmes et l'orientation théorique qui sont les siens, en sachant que, pour ce qui est du contenu des chapitres, le livre est à la disposition du public. Dans l'introduction à la deuxième édition de sa critique de la raison pure, le philosophe allemand Emmanuel Kant montre avec raison que toute connaissance commence avec l'expérience. Il dit précisément que toute notre connaissance commence avec l'expérience, cela ne soulève aucun doute. Il démontre alors que la connaissance humaine a besoin d'intuitions sensibles produites par la sensibilité, d'une part, et d'autre part,
des catégories transcendantales que produit l'entendement humain. On sait que ce principe de départ va peser lourd sur le phénoménisme de Kant et sa théorie de la connaissance humaine, qui ne peut être qu'une connaissance relative, limitée par conséquent au monde des phénomènes. Ce qui tombe sous l'espace et le temps, seul domaine possible des intuitions d'une expérience humaine. La théorie de Kant n'admet aucune possibilité d'intuition intellectuelle pour l'esprit humain. Le mot qui va nous intéresser ce soir dans cette théorie de Kant, c'est le mot expérience. Faut-il admettre, comme l'exige la philosophie kantienne, que l'expérience humaine se limite au cadre a priori de la sensibilité? La réponse que je propose se veut une négative si nous nous référons à la discussion de cette théorie de Kant par Henri Bergson. Bergson démontre avec une incontestable réussite ce que nous expérimentons en nous-mêmes tous les jours. Et qu'est-ce que nous expérimentons? L'expérience humaine va au-delà de ce qui tombe sous l'espace et le temps. Pour se comprendre comme tout ce que l'on peut vivre, tout ce que l'on peut expérimenter, ou, si vous me permettez ce néologisme, tout ce que l'on peut expériencer. Bergson l'appelle le vécu. Comme l'expérience, c'est un fait vécu, qui peut être difficile à exprimer, d'autant plus que, et c'est là la différence avec Kant, le théâtre de ce fait vécu n'est pas l'espace et le temps seulement, mais surtout la conscience du sujet. Tout fait vécu l'est d'abord subjectivement. Toute expérience est d'abord expérience subjective, expérience solitaire. Tel est mon point de départ. Il suffit de l'admettre pour que nous avancions, comme on le fait en mathématiques et dans tout système axiomatique, démonstratif ou déductif. Ma démarche consistera donc en ceci. Je partirai d'un échantillon de faits vécus par des Africains et des Occidentaux, faits relatifs à l'idée de santé, de maladie et de guérison. Pour justifier le recours à l'idée de maladie paranormale, avant de développer les implications et les exigences de cette idée, pour la médecine contemporaine, les rapports de la médecine avec la philosophie et l'épistémologie de la santé. Ce canevas correspond aux 3 chapitres essentiels de mon livre, dont le premier est concerné par la problématique de l'identification et des soins en maladie paranormale, tandis que le deuxième examine la question philosophico-médicale de savoir ce qui guérit. Quant au 3e chapitre, il se déploie sous le thème « La sorcellerie au miroir de la science », problématique de la méthode comme élément d'épistémologie. Voilà donc le programme. Je vais commencer par citer quelques faits vécus. Il y en a 6. Je vous donne d'abord les titres de ces faits vécus. Ensuite, je vais essayer de les dire, de les résumer. Le premier fait vécu, et qui s'est raconté, je le prends dans un texte, la fille envoûtée. Le deuxième fait, agression érotique nocturne. Le troisième fait, le vécu qui altéra irrémédiablement la santé. Quatrième fait, disparition d'un fœtus. Cinquième fait, mort subite d'une jumelle appelée par sa défunte sœur. Et le dernier fait, guérison miraculeuse d'un bataillon de tirailleurs nigériens par un petit sergent indigène. Je voudrais rapidement vous dire le contenu de chacun de ces faits que vous retrouverez d'ailleurs dans le prétexte du livre. La fille envoûtée par le cône. Le cône, c'est une pratique de sorcellerie. La dame dit ceci à un père, un prêtre, auprès duquel j'ai recueilli ce fait. Ma nièce, écrit la dame, tombe subitement malade. J'entre dans sa chambre et je trouve qu'elle se meurt. Elle ne parle plus, ne bouge plus. Affolé, je fais le tour des hôpitaux et guérisseurs pendant 4 jours, sans suite, sans changement. Les guérisseurs me révèlent qu'on l'a envoûtée, qu'elle est déjà partie
dans l'autre monde. Elle dégage déjà une odeur abominable. Au 5e jour, je revois un dernier guérisseur, un Bassa, ça c'est une tribu de mon pays, qui commence aussitôt le remède et nous dit que la malade même nous dira où elle se trouve et tout ce qui se passe autour d'elle. 30 minutes plus tard, la malade commence à parler. Elle dit qu'elle est attachée par une grosse ceinture à la poitrine et les soldats la frappent beaucoup. Elle a déjà des blessures partout. Elle reconnaît un de ses oncles paternels qui vient à son secours. Son oncle lui montre un vieillard avec un gros fardeau sur la tête. Elle apprend que c'est Pierre, le père de sa maman. Au matin du 6e jour, doutant alors du remède du dernier guérisseur, j'amène ma nièce au centre hospitalier universitaire de Yaoundé, où elle est aussitôt hospitalisée et traitée. Dans la nuit, la malade voit entrer le vieillard de la veille. La conversation recommence. Moi, sa tante maternelle, j'entends tout ce que dit ma nièce, qui me répète les paroles de son grand-père. Je te trouve, et là c'est le grand-père, je te trouve en mauvais état, ma petite fille. Le man observe que 2 de ses petits-enfants, âgés respectivement de 2 ans et de 8 ans, sont déjà là-bas et qu'il ne permettra en aucun cas que la malade s'y rende aussi. Il ordonne que cette dernière quitte l'hôpital et se rende à Kribi, sur la côte camerounaise, pour y rencontrer un médecin traditionnel. La dame est persuadée que l'aïeul est entré dans la jeune fille pour délivrer des messages. Son intervention lui vaut d'être arrêté par les policiers de l'au-delà et de comparaître devant un tribunal. Les membres de la famille terrestre suivent le procès de A à Z. Il apparaît que c'est un oncle paternel résidant à Yaoundé qui aurait envoûté la jeune fille. Le juge déclare qu'elle a gagné son procès et qu'elle peut donc revenir à la vie dans le monde visible. C'est la guérison. Malheureusement, elle rechute l'année suivante. De nouveau, elle fait le tour des hôpitaux et des tradis praticiens. L'un de ces derniers, qui passe au cou une croix qu'on appelle bijou de feu, que les sbires du monde invisible l'a pris d'enlever. Elle doit comparaître une seconde fois devant le tribunal qui l'avait déjà jugé. Et pour gagner ce nouveau procès, le grand-père demanderait beaucoup de prières. Et c'est pourquoi la dame vient raconter cette histoire à un prêtre de l'Église catholique. Voilà un fait. Je cite le deuxième fait. Les agressions érotiques nocturnes. La dame dit ceci. Je demande de l'aide contre ces mauvais esprits qui me dérangent toute la nuit pendant mon sommeil. Ils m'utilisent comme leurs femmes. Parfois, je reconnais ces personnes qui sont vivantes. Souvent, ce sont des amis, des oncles, même mon propre enfant qui a 8 ans, et même des femmes. Ils me donnent à manger toute la nuit, et le lendemain matin, je fais beaucoup de sel. On dirait que j'ai une indigestion, et je reste fatigué presque toute la journée. Deuxième fait, je ne commande pas encore les faits, mais je donne le kaléidoscope. Le vécu qui altéra irrémédiablement la santé. La dame raconte, « J'ai perdu tout espoir en la vie, car je ne suis plus que l'image d'une femme. Je souffre d'un mal qui me ronge depuis 1973. Une nuit, étant endormi, j'ai vu un homme tout habillé de noir qui m'a tenu les 2 seins et les a pressés. Je me suis réveillé en sursaut. En allumant, je n'ai vu personne. Depuis lors, j'ai eu de graves problèmes de santé. Mes seins grossissent de jour en jour. Tout le corps d'ailleurs grossit, car de 60 kilos que j'étais, je me trouve aujourd'hui à 140 kg. Je n'ai pas mes règles. Chaque mois, mon cycle ne se signale pas et ne coule pas. Et je ne fais que prendre du poids. Le récit se poursuit sur des efforts de thérapie soldés par l'échec. Après des traitements par-ci par-là, je n'ai pas de suite favorable. Mon état ne fait qu'empirer de jour en jour et mes seins, je n'arrive plus à les porter car ils sont tellement volumineux. Et chaque fois en rêve, les mauvais esprits viennent toujours me coucher en me montrant souvent mes règles et me disent que je n'aurai jamais d'enfant. J'ai vu plusieurs médecins qui ne savent plus quoi faire. Tous sont désespérés car ils cherchent mais ne trouvent rien. Voilà le troisième fait. Quatrième fait, disparition d'un fœtus. À Douala, rapporte Madame E.F., vivant actuellement en France, une dame est heureuse de porter une grossesse longtemps attendue jusqu'au jour où, endormie, elle voit en rêve 4 hommes garer un luxueux véhicule devant sa cour. Un des occupants, tout de noir vêtu,
se meut vers elle comme s'il n'était d'aucune masse. Il traverse sans obstacle la fenêtre de sa chambre, qui était pourtant fermée. Il plonge ensuite la main dans son organe et s'empare du contenu de son utérus, repasse par la fenêtre et s'en va. Tout cela dure le temps d'un éclair, et la dame croit faire un cauchemar. Elle se détrompera quand elle se rendra compte, réveillée, que le sang frais traîne sur les objets et les vêtements situés entre son lit et la fenêtre empruntée par le visiteur de son sommeil. Tous ceux qu'elle appelle tardivement au secours constatent également cette traînée de sang. La dame souffre de ce vécu traumatisant que personne n'explique, mais aussi de ne pouvoir porter une nouvelle grossesse. 5e fait, on va aller vers la fin des faits. Mort subite d'une jumelle appelée par sa défunte sœur. Dans son livre L'enfant dans la Tamise, le Britannique Richard Hosking, ça c'est un fait rapporté par un occidental cette fois-ci, rationaliste et spécialiste des crimes rituels, expose un vécu personnel qui relève du paranormal et invite chacun à faire le point sur le mot croyance. Interviewé, il révèle, je le cite, « Quand je vivais en Afrique, j'ai été moi-même témoin de phénomènes que je ne saurais expliquer. J'ai dû me débarrasser d'un masque chokwe qui dégageait des ondes négatives. Ma seconde femme a eu des hallucinations en sa présence. Nous faisions tous deux des cauchemars quand il était dans notre chambre. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est un fait. » Hosking poursuit comme s'il dissimulait mal son regret de s'être muré dans un rationalisme aveugle. Il dit ceci. « J'ai aussi vécu un deuil dans des circonstances très particulières. Lorsque je vivais au Congo, l'ex-Zaïre devenu République démocratique du Congo, un homme du village où je résidais est venu me prévenir que ma très jeune fille Abigail était appelée, selon lui, par sa sœur jumelle morte à la naissance, et qu'il fallait avoir recours à un sorcier pour briser cette influence. Pourtant, Hosking va réduire cela à de simples superstitions et dit qu'en tant qu'occidental, ouvrir la porte à ce monde est un gouffre sans fin, alors qu'il faut toujours essayer d'expliquer les choses de façon rationnelle. Mais n'a-t-il pas une compréhension limitée de ce qu'il affirme lui-même de l'explication rationnelle? Toujours est-il qu'il prend une décision qui sera aussitôt suivie par un fait troublant. Je le cite. « J'ai refusé de me soumettre à un rituel auquel je ne croyais pas. Je n'en ai jamais reparlé avec lui. Puis, peu de temps après, Abigail est morte subitement. Et après coup, je me suis rappelé ce jour, quelque temps avant sa mort, où j'ai surpris ma toute petite fille en train de fixer par la fenêtre le cimetière où sa sœur avait été enterrée. Avec ce regard que je ne lui connaissais pas, cette expression d'un autre monde, c'était très troublant, mais voilà, je me contente de le constater. » Fin de citation. La question incontournable à ce niveau du récit est de savoir si un tel homme, qui de surcroît se présente comme un scientifique, doit se contenter de constater des faits aussi graves, sans vouloir les comprendre, dans l'espoir de les contrecarrer ou de les éviter à l'avenir. La suite montre que notre auteur a choisi de s'enfermer dans un rationalisme de principe socialement correct, qui s'avère inconséquent et, dirait-on, irresponsable. Il peut alors conclure, je le cite, « Sauf que, même si j'ai refusé d'entrer dans cette logique occulte, ça suscite beaucoup de questions. Jusqu'où doit-on aller pour protéger un enfant dans un univers étranger? À l'époque, j'ai refusé ce dilemme. Je le refuse encore et c'est pour cette raison que je ne veux pas croire aux sorciers. Tout simplement parce que j'ai alors compris que la visite de cet homme qui voulait m'inciter à protéger Abigail m'avait fait plonger implicitement dans une autre réalité dont je ne connaissais jusqu'alors que les manifestations extérieures sans être concerné. » Fin de citation. On comprend pour finir que c'est ce refus socialement correct de s'ouvrir à une autre rationalité qui constitue ce qui apparaît ici comme une clôture d'esprit. Je le cite pour finir. « À l'époque, conclut le Britannique, j'avais déjà assisté à des cérémonies où l'on sacrifiait une chèvre aux ancêtres, par exemple, mais avec Abigail, je me suis retrouvé concrètement confronté à la croyance et à ce qu'on choisit d'en faire. » Fin de citation. Dernier fait, c'est le tout dernier, guérison miraculeuse d'un bataillon de tirailleurs nigériens par un petit sergent indigène.
Ce témoignage du scientifique Denis Pierre de Pedra, qui rapporte un cas de possession collective de tirailleurs nigériens en 1939. Il dit, et je cite, « Je me trouvais mobilisé en 1939 dans un bataillon de tirailleurs à Kandi, dans le nord d'Aoumé. Le plus grand nombre de nos tirailleurs étaient originaires d'une localité du Niger appelée Tillaberi et étaient de race Peul ou Zerma. Un dimanche, des incidents se déroulent au village. Nous l'apprenons en fin de soirée. Un tentant qui était arrivé récemment de Kandi, en faisant danser et les tirailleurs et des femmes du village, avait provoqué notamment chez les femmes un accès qui correspondait à ce que nous appelons l'état d'hystérie. Le lendemain, vers 11 h, avait lieu le rapport de la compagnie. À ce moment précis, j'entendis, auprès de moi, pousser un hurlement. Je vis le planton du bureau de la compagnie renversé, la tête en arrière, les yeux révulsés, l'écume aux lèvres, les poings crispés. Il se précipitait en courant à l'endroit même où se tenait le rapport. Dans les minutes qui suivirent, plus de 30 des 40 tirailleurs se livraient à ce spectacle. Les officiers surviennent immédiatement. On fait appel au Toubib qui, d'abord, suggère de jeter des seaux d'eau à la figure de ces malheureux. Ceci n'a aucun effet. On essaie de faire quelques piqûres qui n'ont pas fait de succès. À un moment, un petit sergent très obscur, un sergent indigène de race Zerma, s'approcha du capitaine qui commandait le bataillon et lui dit « Mon capitaine, il n'y a pas bon, mais moi je peux tout remettre. » Fin de citation. Et l'on vit alors le petit sergent s'approcher de chacun des possédés, lui glisser quelques mots, souffler à l'oreille de chacun, et immédiatement on voyait le possédé claustré, mais ne présentant plus aucun de ses mouvements désordonnés. En quelques instants, le petit sergent indigène, qui était probablement un sorcier, avait rétabli l'ordre dans un bataillon d'hommes. Fin de citation. Voilà ces faits qui, pour moi, sont des faits relatifs à l'idée de maladie, à l'idée de santé, à l'idée de guérison. Je voudrais maintenant montrer ce que j'appelle la pertinence de l'idée de maladie paranormale. Et bien entendu, cela relève d'une certaine conviction parce que le paranormal a en face le normal. Et vous allez retrouver dans ce livre que j'ai élaboré ce concept en me référant très clairement aux travaux de philosophes connus, l'auteur du normal et du pathologique, Georges Canguilhem, n'est-ce pas, qui développe toute une réflexion philosophique mettant en relation la médecine et la philosophie. Donc cette conviction ne relève pas simplement de l'attrait d'un esprit faible pour le merveilleux. L'auteur que j'appelle ici Pierre Merah Hebga, dont j'ai pris un certain nombre de citations pour constituer ce fait, soutient en effet que ces phénomènes occultes doivent se prêter à la connaissance scientifique quand il dit que si la science parvient un jour à expliquer en termes physico-chimiques ou psychologiques cette force mal définie dont nous parlons, elle cessera d'être un pouvoir occulte, du moins dans nombre de ses manifestations, mais sa réalité, loin d'être démentie, en sera plutôt confirmée. Je voudrais donc rapidement définir ce que j'entends par maladie paranormale. Il s'agirait de toutes sortes de pathologies dont le patient souffre objectivement et parfois atrocement, mais dont le système nosologique et étiologique médical n'est pas toujours établi. Ces maladies semblent mystérieuses aux médecins des hôpitaux qui n'imaginent pas que des forces invisibles, indéterminées, peuvent agir sur notre monde visible. Je voudrais insister sur cette définition. La maladie paranormale serait une pathologie subjectivement perçue par un patient, aux effets plus ou moins objectivement observables, par un tiers qui serait le médecin des hôpitaux, justement parce que l'étiologie de cette pathologie ne tombe pas docilement sous le diagnostic de la science médicale conventionnelle. Donc, cette maladie paranormale est une souffrance dont parle son porteur, mais le médecin qui a son appareil d'expérimentation, son laboratoire, pour sonder les malades, ne découvre pas ce dont souffre notre malade de pathologie paranormale. Il faut souligner que toute maladie ordinaire qui ne résiste pas à la cure hospitalière n'est pas une maladie paranormale.
celle-ci se reconnaît à 2 indices. 1. C'est tantôt une pathologie qui obéit à une explication physique, biologique ou psychologique hospitalière. Parfois, elle se soustrait au diagnostic de l'institution hospitalière conventionnelle. 2. C'est une pathologie qui, tantôt diagnostiquée par le médecin des hôpitaux, résiste à la cure hospitalière conventionnelle. Le premier chapitre du livre est, à cet égard, focalisé sur la question de l'urgence du tri en maladie pour contribuer à faire la distinction entre les maladies normales et celles qui seraient paranormales. Donc ce premier chapitre-là s'intitule « Problématique de l'identification et des soins en maladies paranormales ». Et je trouve que cette question mérite attention parce que ce dont il est question à ce niveau-là est ce que chacun de nous peut expérimenter. Il existe, et il a toujours existé, des maladies, des pathologies bizarres, mystérieuses, sur lesquelles les hommes et les femmes ont réfléchi et travaillé aussi bien en Afrique qu'en Occident. Je m'y suis intéressé à partir de mes recherches sur les phénomènes psychiques et mystiques chez Henri Bergson, la fréquentation d'un philosophe prêtre et soignant camerounais du nom de Merad Pierre Hebga, grâce aux travaux duquel j'ai formé donc ce concept de maladie paranormale pour désigner ces maladies spécifiques d'un autre genre. Cette notion a été aussi inspirée par les difficultés que pointe Georges Canguilhem dans la tâche de distinction à faire entre le normal et le pathologique en médecine. En outre, les travaux ethnographiques et anthropologiques d'Éric de Rony ont largement contribué à cette élaboration conceptuelle. Je dois souligner également ceux de Toby Nathan, d'Isabelle Stengers, que vous connaissez très bien, ethnopsychiatre et philosophe des sciences, qui rapprochent le médecin et le sorcier. Il y a beaucoup d'autres publications comme celle d'Olivier Koulou-Kamba a publié récemment « Les médecins en Afrique et la sorcellerie, une herméneutique de leur rencontre ». Sans prétendre à l'exhaustivité des sources de mon inspiration, je relève l'excellent travail abattu par Jeanne Favré-Sada dans les bocages de l'ouest de la France et consigné dans son livre « Les mots, la mort, les sorts », puis dans « Désorceler », etc., sans oublier une controverse bibliographique née du retentissement du petit livre de mon collègue ivoirien Thiemele Ramsès Boa. La sorcellerie n'existe pas, dit-il, qui me donne ici l'occasion de remarquer au passage que c'est paradoxalement d'Afrique qu'une telle position est si nettement affichée, contrairement à ce que pense le sens commun, ce qui est plus qu'un signe des temps. Pourtant, réponse du berger à la bergère, Dakouri Gadou, qui est son collègue de la même université, répond à son compatriote Thiemele en disant, dans un autre livre publié chez le même éditeur, « La sorcellerie, une réalité vivante en Afrique ». C'est dit que si cette question est préoccupante, et si elle est d'actualité, c'est dit si cette question est préoccupante et est d'actualité. Ce mal-être somatique ou mental sui generis et embarrassant pour le protocole des hôpitaux est projeté sans recul dans le gouffre nébuleux de la sorcellerie, ce qui ne contribue qu'à compliquer davantage la question de l'identification et des soins d'une catégorie de mal dont souffrent réellement nos contemporains. Donc, après cette petite fixation du cadre, n'est-ce pas, bibliographique de cette étude, nous allons essayer de montrer quelques thèmes qui meublent ce premier chapitre, comme celui de l'authentique sorcier. Nous essayons de montrer que le sorcier lui-même peut être malade, que la sorcellerie peut être innée ou acquise. Ce sont des éléments, ce sont des passages que nous allons retrouver dans le livre au chapitre 1, et que la sorcellerie peut être interprétée à un niveau réaliste comme à un niveau symbolique. Il est difficile de revenir sur tous ces thèmes-là pour l'heure d'exposé que nous avons. Mais ce qui m'intéresserait en fonction de mon auditoire de ce soir, c'est la problématique des soins appropriés aux maladies paranormales. Et j'ai conçu 4 schémas pour aborder cette question de maladie paranormale. Le premier schéma, que j'appelle schéma thérapeutique 0, se situe dans un cas où une maladie est normale, c'est-à-dire on souffre d'un mal diagnostiqué et on a un protocole thérapeutique efficace. Ça n'entre pas dans la catégorie des maladies paranormales. J'appelle ce schéma thérapeutique 0, et je le situe dans le cadre de la rationalité organiciste, qui est le domaine de la médecine conventionnelle, des médecins et des médecines alternatives, de la psychiatrie aussi.
Ce sont donc des pathologies normales qui sont le versant négatif du paranormal. La thérapie organiciste repose globalement sur l'anthropologie mécaniste cartésienne de l'animal-machine ou du corps-machine. La maladie concerne toujours un organe qui s'avère défaillant ou défectueux à l'examen. Le médecin le repère et le répare. Si le soin porte à guérison, on n'a pas le temps de penser à la paranormalité de l'affection. Bref, notre schéma thérapeutique 0 ne concerne pas les maladies paranormales. Il apparaît ici comme un fond négatif de pathologies normales, conventionnelles, sur lesquelles on peut dessiner les maladies paranormales. Un fond sur lequel on peut dessiner, les maladies paranormales. Le schéma thérapeutique numéro 1 est approprié pour la rationalité psychique. C'est le domaine de la psychologie. Donc nous avons ici un schéma thérapeutique qui concerne les maladies de l'esprit, les maladies pas totalement de l'esprit, mais la maladie du psychique. Pathologie paranormale fondée sur les croyances et la peur. En effet, tous les patients de pathologie paranormale ne sont pas forcément victimes d'attaques sorcières stricto sensu. Il n'en demeure pas moins vrai qu'ils souffrent, ne serait-ce que de leur croyance à de telles attaques, de leur peur. Et je crois qu'on peut être bien avisé de dire qu'un grand nombre de maladies attribuées à la paranormalité ou à la sorcellerie n'ont aucun rapport avec elles. L'approche psychothérapeutique, ethnopsychiatrique d'un certain Toby Nathan ou celle d'Éric de Rony peut s'avérer ici d'une indéniable efficacité. Donc, là encore, on voit que ce sont des maladies qui n'ont rien à voir avec ce dont je suis en train de parler. Schéma thérapeutique numéro 2, nous sommes dans le cadre de la rationalité sociale, domaine de la sociologie. Donc là, une certaine logique sociale peut expliquer et guérir un certain nombre de malades. Pathologie paranormale résultant des conflits sociaux réels déplacés à un niveau symbolique. Expliquer la sorcellerie, indiquer ses fondements sociaux comme le font si bien Peter Geschirr, Denise Polm, établit clairement sa fonction sociale comme l'a fait Charles-Henri Pradel de la Tour ou encore Tiemele Ramsès Boa, Berthe Lolo, etc., contribue parfaitement à clarifier et à spécifier la question de la morbidité que posent les victimes de cette institution sociale. Sous cette étiologie, le soin ne saurait s'adresser seulement à l'individu dit malade. C'est un ensemble social qu'il faudrait soigner ou guérir selon une approche globale, holistique. Ce qu'il y a lieu de concevoir ici, c'est la thérapie de groupe ou la thérapie familiale. Donc voilà le troisième schéma thérapeutique. Et le dernier schéma thérapeutique qui concerne effectivement ces attaques orchestrées par des êtres spirituels relevant du domaine de l'invisible. C'est le schéma thérapeutique numéro 3 de mon premier chapitre, conçu pour la rationalité spirito-réaliste, qui est du domaine de la spiritologie réaliste. On est forcé de produire quelques néologismes. Et ce troisième schéma nous met en face de pathologies relevant de l'existence réelle d'un monde invisible peuplé d'êtres spirituels intentionnés. Qu'on m'excuse de forger ce mot spiritologie qui s'impose à celui qui, selon le conseil d'Henri Bergson, part des choses vers les concepts et non des concepts vers les choses. L'idée ici consisterait à développer des intuitions déjà clairement exprimées. On sait que ce dernier, Hebga par exemple, se déclarait ouvertement, notre méthode se déclare de celle d'Henri Bergson, aussi bien pour les questions de méthode en sciences de l'esprit que pour la conception de la vie et de la relation entre la conception de la vie et de la relation entre l'esprit et la matière. Donc on peut faire, si je me réfère à Pierre Merat Hebga, on peut dire qu'il se réfère, il fait carrément une profession de foi, de réaliste, déjà cité, n'est-ce pas, au début de cet exposé.
dans le passage de Sorcellerie chimère dangereuse, où l'auteur affirme être convaincu que certains individus sont doués d'une force paranormale dont la nature n'est pas encore déterminée. Force qui est probablement naturelle, une sorte d'énergie spéciale, mais qui dans certains cas pourrait bien être supraterrestre. Grâce à elle, ils produisent des effets extraordinaires, transitoires ou permanents sur leurs semblables, effets surtout mauvais qui dépassent le niveau de l'illusionnisme et de la simple hallucination. Et cet auteur sur lequel je m'appuie beaucoup, Pierre Mérard Edgar, se dit convaincu par l'idée selon laquelle le jour où la science parviendra à expliquer en termes physico-chimiques ou psychologiques cette force mal définie, elle cessera d'être un pouvoir occulte, du moins dans nombre de ses manifestations. Une conviction si clairement exprimée détermine une orientation de la même clarté par rapport à notre problématique des soins et de la guérison des maladies paranormales. Donc, on peut dire que certaines maladies organiques, nerveuses, psychiques, dont la médecine scientifique peut ou ne peut pas en établir le diagnostic, sont souvent sous la mouvance d'un pouvoir spécial et ne peuvent être guéries qu'à l'intérieur de cette sphère également spéciale. Le recours aux soignants de la nuit, aux véritables désorceleurs, s'impose ici pour ces cryptopathologies. À cet égard, l'honnête médecin des hôpitaux doit d'abord être un bon trieur et savoir faire face à l'urgence de son incompétence devant des pathologies qui ne relèvent pas de son art ou de son système thérapeutique. C'est la science médicale ou encore la déontologie professionnelle de la médecine ou éthique médicale bien comprise qui en appelle à la thérapie des maîtres du savoir de la nuit, diversement nommés Ganga au Cameroun, Babalao au Bénin, Borom Ham Ham au Sénégal, sorciers en Occident. L'éthique médicale en appelle à leur clinique, leur espace, leur temporalité, etc., qui déploient une rationalité thérapeutique autosuffisante. Je dis bien une rationalité thérapeutique autosuffisante. Il en est de même du recours par la prière à Dieu qui soigne par l'esprit en dehors de tout recours aux médicaments, comme cela se voit, ça et là, dans les travaux théoriques et pratiques de certains prêtres ou encore dans les observations de Jeanne Favre-Sada. Voilà donc pour le premier chapitre sur lequel j'ai voulu vraiment m'appesantir un peu. Et je voudrais maintenant aborder rapidement quelques thèmes du deuxième chapitre. Le deuxième chapitre s'intitule dans ce livre « Qu'est-ce qui guérit ?» Et dans ce deuxième chapitre, je montre que les soins thérapeutiques, s'ils sont appropriés, ont pour perspective la guérison. Celle-ci est par conséquent l'horizon de toute entreprise de diagnostic et de pronostic en santé. Guéri étant chaque fois le pronostic optimiste pour lequel s'engage le patient, le malade et le thérapeute. Ma démarche consiste dès lors à établir la cohérence de deux idées imposées par l'expérience. La première est le pluralisme systémique en matière thérapeutique. Elle me détermine à émettre l'hypothèse de l'indéterminabilité absolue, de la bonne santé et de la maladie comme de la guérison. La seconde est le syncrétisme thérapeutique. Elle oriente ma réflexion vers la problématique du facteur guérissant. Donc, pour dire simplement une chose sur le pluralisme systémique et l'indéterminabilité absolue de la bonne santé, de la maladie et de la guérison, l'idée ici consiste tout simplement dans les contextes où nous avons ce que j'appelle ici maladie paranormale et qui amène souvent le malade, les victimes, à faire le tour de ce que j'appelle ici la trilogie, la trilogie rationnelle des lieux de santé. Le premier étant naturellement le médecin des hôpitaux où le malade va immédiatement quand il constate que ça ne va pas. Mais quand il s'agit d'une maladie paranormale, il est clair que cette première démarche va se solder par un échec. C'est ce que j'appelle ici le pluralisme systémique. Il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs rationalités. La médecine moderne occidentale est une rationalité thérapeutique. Nous avons un deuxième recours qui peut être cette médecine alternative dont je parle. Et je cite les Borom Ham Ham, les Ganga, les sorciers, sont un autre recours. Et le troisième recours,
Quand la deuxième voie ne marche pas, on peut recourir à la prière, comme nous voyons chez nous en Afrique. Il y a beaucoup, un déferlement d'hommes et de femmes vers des hommes de prière qui imposent les mains, qui font qui donnent de l'eau bénie pour des soins. Nous avons là donc les 3 lieux. Mais nous avons le cas des dames qui font ces 3 lieux consécutivement. Nous avons aussi des hommes qui le font, des jeunes qui le font, en fonction de ce qu'ils veulent atteindre comme objectif thérapeutique. Et ils arrivent toujours à un échec. Parfois, il y a donc concomitance des 3 rationalités. C'est-à-dire, on entre dans ce que j'appelle ici le syncrétisme thérapeutique. De sorte que, le cas de Pauline, une dame qui cherchait à avoir un enfant pendant 10 ans de ménage, elle n'avait pas d'enfant, elle n'a toujours pas eu d'enfant. Et après, elle a donc fait cette sorte de syncrétisme. Elle s'est retrouvée en train d'aller à la fois chez le gynécologue, chez le tradipraticien, et troisièmement chez un prêtre qui faisait des prières avec elle et qui s'appelait Éridoroni, qui lui demande un jour finalement, quand la dame portait déjà une grossesse âgée d'environ 5 mois, et le prêtre l'appelle et lui dit « Mais Pauline, j'ai une question à te poser. En même temps que tu venais faire des prières ici, tu allais chez le gynécologue et tu allais aussi chez Ngea. Ngea étant donc le tradipraticien que la dame cherchait. Finalement, Pauline, qui t'a guéri, qui t'a apporté cette grossesse, que tu penses quel est le médicament qui t'a aidé? Et Pauline a tout simplement répondu que mais mon père, comment pouvez-vous me demander ça? C'est Dieu. Et je fais, dans mon 2e chapitre, des réflexions sur cette réponse de Pauline. Vous allez retrouver, n'est-ce pas, ces réflexions dans le 2e chapitre. De mon point de vue d'Africain, je conclus ce 2e chapitre en disant qu'il serait intéressant de normaliser le syncrétisme thérapeutique et de travailler pour leur complémentarité au lieu de constater leur rivalité première heure, comme on l'a vu dans certains lieux de santé en Afrique. Pourquoi je propose qu'on travaille plutôt pour la normalisation du syncrétisme thérapeutique? Parce qu'au fond, certaines expériences, même ici en France, de certains amis que j'ai vus en consultation, où on voyait les psychologues, les médecins d'hôpital et certains praticiens venus d'Afrique, à l'hôpital Tenon précisément, m'a amené à développer ce concept de normalisation du syncrétisme thérapeutique qui pourrait aider à mieux trier le malade et à l'orienter vers la rationalité la plus indiquée pour le sauver. Parce que ce que je ne vous dis pas, c'est qu'au bout de ces récits, certaines de ces personnes qui ont fait ces dépositions ont été trouvées mortes parce qu'elles n'ont pas eu le soin approprié qui convenait. On peut passer beaucoup de temps dans une hospitalisation, on vous fait des perfusions de glucosé ou bien de je ne sais pas quoi pour vous donner un peu de force, on vous prescrit des neuroleptiques alors qu'au fond, votre problème n'est pas là, ou vous attendez, n'est-ce pas, le soin. Je pense donc qu'il serait bienvenu que les 3 systèmes, les 3 rationalités thérapeutiques ne se livrent pas une sorte de bataille et d'hégémonie, mais que pour certains cas avérés, je vous dis bien que si je suis victime d'une fracture, je n'irai pas d'abord chez un ganga. Je sais que la fracture peut être plâtrée en médecine et puis que je peux prendre du calcium et tout. Ce que les médecins savent faire. Ça résout le problème rapidement et on retrouve sa jambe. Mais voilà une fracture. On fait plusieurs plâtres, on fait plusieurs sutures. On travaille comme on doit le faire en médecine et la fracture ne se résout pas. On commence à dire, allez voir ailleurs. Ça, ce n'est pas une simple fracture, voyez-vous. Nous avons assisté à des cas chez nous où le médecin chirurgien prépare le malade et avant de porter ses gants et de mettre, de passer sa blouse, après l'avoir même fait, il commence par une prière. Que signifie cette prière pour un médecin de la médecine conventionnelle, moderne, occidentale, qui travaille en Afrique et qui commence une intervention chirurgicale par un moment de prière? Vous voyez qu'il est déjà là dans une sorte de syncrétisme. Le 3e chapitre du livre, qui est le dernier, porte sur la sorcellerie au miroir de la science. Moi, je suis philosophe de formation et je pensais que la philosophie bergsonienne que j'ai apprise
me donner les armes pour adresser ce problème et commencer à mettre les bases d'une approche scientifique de ces problèmes de l'esprit. Bergson n'a fait que ça vers la fin. C'est la partie du bergsonisme qu'on connaît le moins, mais parce que ce sont des textes qui sont plutôt dans ses lettres, dans ses relations avec William James et dans son activité en Angleterre où il était président de la société, d'une société de recherche en recherche psychique. Alors on peut trouver ces textes dans ses essais et conférences et dans un ensemble de volumes rassemblés par André Robinet ici en France et qu'on appelle Mélange. C'est un aspect de la pensée bergsonienne qui n'est pas enseigné dans les lycées et collèges, mais qui est très important pour l'épistémologie du domaine de l'esprit. Et c'est pourquoi mon livre, justement, apporte pour ce titre épistémologie, contribution à l'épistémologie de la santé. Parce qu'au fond, ces problèmes ne sont pas des problèmes organiques. Ils peuvent avoir des effets organiques, mais ils relèvent pour la plupart de l'univers de l'esprit. Je ne dis pas de l'univers psychique. C'est une préoccupation scientifique dont, chapitre 3, la sorcellerie au miroir de la science, problématique de la méthode comme élément d'épistémologie. Investi dans une réflexion portant sur ce qu'il est convenable d'appeler les prolégomènes d'une science de la sorcellerie, et par extension d'une extension épistémologique du paranormal, ce chapitre se fonde sur le postulat de la naturalité du phénomène de la sorcellerie pour en supposer la factualité et la positivité. Ce qui amène à conclure à la thèse de la connaissabilité de la sorcellerie dont je souligne à la fois la pertinence et les bienfaits pour les personnes qui pâtissent constamment, partout au monde, des effets néfastes de cette réalité et de ces pratiques. L'idée affichée, celle d'approcher scientifiquement la sorcellerie, a de quoi surprendre plus d'un lecteur. Pourtant, de nos jours, la sorcellerie s'invite de plus en plus dans les séminaires à l'université, les colloques, les publications, comme je le montre, n'est-ce pas, en partie dans la bibliographie annexée à la présente réflexion. Mais ce regain d'intérêt pour la sorcellerie ne garantit pas encore son élucidation. La question qui est au centre de mon actuelle préoccupation et qui pourrait peut-être ouvrir un débat épistémologique est celle de la connaissabilité de la sorcellerie. Comment approcher la sorcellerie comme objet d'étude scientifique ou philosophique en partant du présupposé de l'objectivité de cette approche. L'enjeu dépouillera la sorcellerie. L'enjeu d'une telle connaissance est évident, c'est la démystification qui dépouillera la sorcellerie de son pouvoir occulte et sauvera incontestablement des vies humaines, car il n'y a pas que le peuple dont parle Jésus-Christ qui périt faute de connaissance. Donc voilà comment j'essaie de justifier cette approche de la sorcellerie avec des méthodes épistémologiques. Et donc, vous allez voir dans ce chapitre que j'insiste sur la connaissabilité de la sorcellerie à partir de l'idée du réel. Parce que l'idée qui m'anime dans ce chapitre, c'est que la sorcellerie, l'envoûtement, l'action à distance, ce ne sont pas des phénomènes surnaturels, ce sont des phénomènes naturels, ce sont des phénomènes qui relèvent du réel. À partir de là, il suffit de disposer de l'outil nécessaire pour les observer. Par exemple, quand on a inventé le téléphone mobile, ça paraissait pour beaucoup comme de la sorcellerie, de la magie blanche. Et pourtant, celui qui maîtrise, n'est-ce pas, la science, l'électrotechnique, l'ubiquité électronique, sait comment, à partir de quel temps, on peut parler à quelqu'un qui est aux États-Unis, à des milliers de kilomètres de l'Europe, ou bien en Afrique, à des milliers de kilomètres de l'Europe, instantanément. Donc, ce qui apparaît à l'ignorant, ou bien au néophyte, ou bien au non-initié comme du miracle, pour le savant, pour le connaissant, pour le sachant, n'est pas de miracle. Donc, ce chapitre-là va intéresser celui qui est préoccupé par les questions épistémologiques. Comment l'esprit peut se déployer méthodiquement vers la connaissance de ce qui ne tombe pas, comme disait Kant au début de mon propos, de ce qui ne tombe pas sous l'espace et le temps, et qui est plus simplement une représentation de l'esprit. Voilà, c'est dans ce troisième chapitre donc, que je donne les éléments nécessaires pour comprendre cette démarche-là. Donc, et le paranormal est comme
le terrain privilégié de cette démarche-là. Ce qu'il faut faire, c'est ce que je conseille, il faut accumuler un certain nombre d'observations, de récits, de faits, parce que c'est vrai, et Kant l'a dit tout à fait au début de mon propos, toute connaissance commence par l'expérience. On ne peut parler de connaissance que quand il y a un fait. Et donc, la méthode est aussi conseillée, et elle est essentiellement celle que Bergson a préconisée pour la philosophie de l'esprit. Alors, je voudrais me conclure, parce que Bertrand m'a dit de parler exactement 60 minutes. Je crois qu'il me reste 3 ou 5 minutes. Alors, je voudrais dire que devant vous ce soir, j'ai posé une pierre d'attente. La question épistémologique était celle de la connaissabilité de la sorcellerie, c'est-à-dire au fond l'idée d'en faire un objet de science. Il est clair que dans certains cas, le discours sur la sorcellerie se réduit à une croyance. L'impact négatif de cette croyance sur le développement individuel et collectif ou sur la sérénité de ses victimes est incontestable. Il est conséquent et de l'intérêt de tous de vouloir réduire cet impact et même de supprimer la croyance. Mais pour le faire, suffit-il de déclarer péremptoirement que la sorcellerie n'existe pas? Déclaration qui est loin d'être un jugement de connaissance, mais une croyance qui s'oppose à une autre croyance. Esquivant la ruineuse et indécidable question de l'existence ou non, toujours a priori de la sorcellerie, j'ai montré que les effets de la soi-disant sorcellerie ou de la croyance à la sorcellerie doivent être traités comme des faits pour constituer les bases d'une science de la sorcellerie en tant que phénomène naturel. L'histoire de la connaissance humaine montre des domaines entiers du savoir actuellement établis sur les ruines des déclarations anciennes d'inconnaissabilité, ce qui se vérifie parfaitement pour certaines sciences humaines comme pour l'astronomie et la cosmologie. D'ailleurs, avant qu'une expérience scientifique n'établisse l'existence réelle de l'atome, il a fallu attendre environ 25 siècles après la formulation de son hypothèse par la philosophie matérialiste grecque de l'Antiquité. Pourtant, on était conscient de ces effets, comme on voit aujourd'hui les effets de la matière noire en astrophysique et en physique des particules, tout en ignorant la nature de cette chose qui constitue 95% de ce dont l'univers est fait. Commençons donc par prendre au sérieux l'idée d'emblée étrange de la spiritologie qui comprendra la sorcellerie comme science et objet de connaissance, puis trouvons-lui une signification disciplinaire positive. Je soutiens en conséquence l'idée de valoriser les savoirs locaux d'Afrique dans la voie tracée par l'égyptologie scientifique d'un Cheikh Anta Diop, en s'appuyant sur les acquis méthodologiques, scientifiques et technologiques de la science occidentale moderne. Cette orientation procédera à un aggiornemento des valeurs épistémologiques du terroir africain. Au demeurant, il y aurait beaucoup à redire sur notre entreprise, mais il faudrait commencer par circonscrire en vue des développements qui s'imposent de nos jours les acquis de cette tentative en ce qui concerne l'effort de construction de la sorcellerie comme objet de science. Donc pour dire un mot de fin et boucler l'heure, je dirais qu'au fond, Maladie paranormale et rationalité, contribution à l'épistémologie de la santé, est un livre parti des observations, des constats, des souffrances humaines réelles, pas supposées, et qui s'appuie sur une étude d'un philosophe occidental du nom d'Henri Bergson, dont je suis le principal enseignant dans mon université. Et j'ai pu donc mettre en relation mon expérience en Afrique avec les grands développements, les grandes théories de la vie et de la méthode de connaissance bergsonienne, pour vous proposer donc cette modeste réflexion basée sur 3 rationalités. Première rationalité thérapeutique, la médecine conventionnelle occidentale. Deuxième rationalité thérapeutique, la médecine alternative à cette médecine conventionnelle qui est dominante, qui fait beaucoup de bonnes choses, mais qui n'épuise pas tous les cas possibles de pathologie et de souffrances humaines. Et troisième possibilité, croyez-moi, il y en a qui estiment
réellement que la rationalité de la guérison par la prière fonctionne. Et nous avons donc en terre africaine des mouvements venus des États-Unis d'Amérique qui interdisent même les médicaments, les transfusions sanguines et la prise de tout médicament, reléguant toute démarche thérapeutique au niveau de la prière de guérison. Je vous remercie beaucoup. Merci.